Alors, je regarde, mais je ne suis pas certaine. Je tente. Ça y est, ça a démarré, c'est bon. Merci. Bienvenue à tous, donc participants, mais également intervenants que je tiens à remercier d'abord pour leur disponibilité et leur participation aujourd'hui. Peut-être 2-3 mots d'introduction pour ouvrir ce webinaire avant de laisser la parole à mes collègues du bureau de Bruxelles à la région. Moi, je suis Magali Kiral, je travaille au sein du service coopération européenne à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les questions européennes relatives à la formation et à la jeunesse. Je suis ravie aujourd'hui de vous voir tous réunis pour ce webinaire et qui a pour objectif, vous le savez, de vous présenter les grandes opportunités offertes par le programme Erasmus+, sur la période 2021-2027. Le programme Erasmus+, qui est, comme vous le savez, le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ce webinaire s'inscrit dans la continuité des actions de la région en faveur de l'Europe, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait de l'Europe une de ses priorités. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il y a quelques jours maintenant, le 23 avril dernier, une nouvelle feuille de route Europe a été adoptée par le Conseil régional. Et cette feuille de route, en fait, a pour objectif de guider les actions européennes de la région afin de tirer le maximum de ces nouveaux programmes européens qui sont en train d'émerger, et notamment, bien entendu, le programme Erasmus+. Tirer le meilleur, bien sûr, au bénéfice du territoire régional et pour également mieux accompagner les acteurs du territoire qui souhaitent s'engager dans un projet européen. Pour ce qui concerne tous les domaines, en fait, du programme Erasmus+, donc l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, les enjeux sont bien évidemment très importants puisque la région compte de nombreux acteurs clés avec lesquels nous collaborons, au-delà de l'État avec lequel nous sommes en étroite collaboration, notamment dans le cadre de ce programme-là, puisque, comme vous le savez, il y a des correspondants régionaux d'Erasmus+ au sein de notre territoire. Ce programme, donc, voilà, a de grands enjeux pour notre territoire. C'est un programme d'une grande importance. Preuve en est d'ailleurs, puisque sur la dernière programmation, donc sur Erasmus+ 2014-2020, le programme Erasmus a représenté plus de 121 millions d'euros pour les acteurs du territoire. Donc, l'intérêt est donc certain. Et c'est cet intérêt-là qui nous conduit donc à faire autant ou même mieux sur la période 2021-2027, d'où l'organisation de ce webinaire de présentation. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues du bureau de Bruxelles et notamment à Marie-Laurence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laurence Com, je travaille au bureau de représentation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Bruxelles et je travaille plus précisément sur les thématiques de la culture, affaires sociales, emploi, coopération décentralisée et j'ai encore un pied sur Erasmus+, que je suivais jusqu'à présent, mais je passe le relais à ma collègue Loésie Gandré qui nous a rejoint il y a quelques temps. Et Loésie, je te laisse te présenter. Merci Marie-Laurence. Bonjour à tous. Donc, je suis Loésie Gandré. Je travaille depuis quelques mois au bureau de la région à Bruxelles. Et donc, comme le disait Marie-Laurence, en ce moment, on est dans une période de transition et je reprends progressivement les sujets en rapport avec l'éducation et je m'occuperai aussi de tout ce qui concerne le numérique et puis également le tourisme. Merci Loésie. Merci. Peut-être vous donner en quelques mots le déroulé de l'après-midi. Donc, vous allez entendre en premier lieu deux témoignages de porteurs de projets sur le volet Erasmus+, éducation-formation. Un témoignage porté par Corinne Martin du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur et un témoignage de Madame Sionneau porté par un projet porté par Formasup Provence-Alpes-Côte d'Azur. Suivra ensuite la présentation du volet éducation-formation du programme Erasmus+, qui sera faite par Maud Cyr,
avec lesquels vous pourrez ensuite échanger. Puis, la deuxième partie de notre réunion, dans la deuxième partie de cette réunion, il y aura 2 témoignages également de porteurs de projets sur le volet jeunesse, avec le projet Médinea et le projet IAFA. Le projet Médinea qui sera présenté par Madame Rostand et le projet IAFA qui sera présenté par Karim Ben Saada. Et ensuite, vous aurez donc la présentation de ce volet jeunesse par le chef du pôle de projet Erasmus+, Monsieur Jérémy Trémolière, qui suivra ensuite, qui pourra répondre également à vos questions. Et nous prendrons quelques minutes à la fin pour vous présenter les outils que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur met à votre disposition pour s'engager et pour vous accompagner dans le cas d'un dépôt de projet Erasmus+. Marie-Laurence, oui. Je te laisse la parole pour évoquer les grandes lignes du programme. Voilà, en quelques mots. Merci Magali. Donc le programme Erasmus+ s'adresse à un très large public, à des populations et des organisations de différents types qui souhaitent renforcer leurs compétences. On est sur un budget sur cette programmation de 26 milliards, c'est-à-dire 80% de plus que sur la programmation précédente. Donc, ce nouveau programme conserve la même architecture avec les 3 actions clés, à savoir la mobilité des individus, la coopération en matière d'innovation et d'échange de bonnes pratiques, et enfin le soutien à la réforme des politiques. Ce nouveau programme se veut plus inclusif, plus accessible, plus international et davantage tourné vers l'avenir. Voilà. Donc, parmi les nouveautés, on va retrouver les priorités stratégiques, mais qui vont irriguer les programmes de la Commission, à savoir l'inclusion, la transition écologique et le numérique. On est vraiment sur une volonté de la Commission de toucher vraiment davantage de public, et en nombre également, puisque l'idée, c'est de toucher 10 millions de personnes sur ce programme-là, alors que 5 millions avaient bénéficié du programme sur la précédente programmation. Donc, les appels à projets sont lancés depuis l'agence exécutive de la Commission, depuis l'agence Erasmus+ Éducation en France qui se trouve à Bordeaux, donc sur le volet éducation, et sur le volet jeunesse. Les appels à projets sont lancés depuis l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport qui se trouve à Paris. Donc, les appels à projets ont été publiés en mars, le 25 mars dernier. Donc là, on est sur un rythme un petit peu perturbé puisque c'était le lancement de la programmation et on espère un retour à un rythme plus normal à partir de 2022. Merci Marie-Laurence. Sans transition, je donne tout de suite la parole à Corinne Martin, qui est responsable de formation au CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour qu'en quelques mots, elle nous présente le projet AIC. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ravie de partager ce temps avec vous. Je ne pourrai pas rester, hélas, toute l'après-midi, puisque je suis mobilisée par une formation justement sur la mobilité aujourd'hui, là, dans l'enceinte du CREPS. Alors, le projet AIC, en quelques mots, c'est compliqué. Hein, en quelques mots, c'est un gros défi. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de projet de partenariat stratégique, hein, qui s'inscrit dans le domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle, qui a été soutenu donc, par le programme Erasmus+. Et ça s'est passé sous l'impulsion de la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. En ce sens, la direction régionale ainsi que donc, le CREPS ont été soutenus hein, dans la construction de ce projet, qui a donc consisté en un programme d'échange avec 7 structures de formation qui travaillent à la formation au métier d'accompagnateur en montagne. Donc hike, hein, bien sûr, voilà, randonnée, d'où le nom du projet. Et ceci concernait à l'origine donc 7 pays. Finalement, donc la Slovénie n'a pas pu nous rejoindre
à cause de la crise sanitaire. Et donc, les partenariats sont entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la France. Le contexte, les objectifs, il s'agissait donc de développer, de renforcer un réseau qui œuvre dans les métiers d'accompagnateur en montagne, sur l'arc alpin, pour œuvrer à une meilleure connaissance et puis une interconnaissance des offres de formation et des qualifications à ce métier-là. Il s'agissait également de réfléchir collectivement à l'évolution du métier dans une dynamique de tourisme soutenable, avec un axe prioritaire autour du fait que c'était pendant la présidence française. Et puis, il s'agissait surtout de poser les premiers jalons en termes d'harmonisation, de référentiels de qualification, dans une perspective de mobilité des apprenants dans les parcours de formation des pays partenaires. Voilà. Donc, ce partenariat a été porté principalement par 2 établissements publics que sont le CREPS de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CREPS Rhône-Alpes, à laquelle a été associé notre partenaire pour les projets Erasmus qui est Eurocircle, donc avec une collègue qui nous a accompagnés à la fois pour la conception, le montage, mais aussi dans l'animation des séminaires, puisque ce projet se déroule sous forme de séminaires d'1 semaine dans chaque pays et où chacun donc vont travailler sur ces thématiques-là avec un axe prioritaire en fonction du pays d'accueil. Le premier séminaire a eu lieu fin mars, la dernière semaine de mars. Nous étions dans le Jura et nous avons surtout là été axés sur les conditions d'accompagnement en montagne enneigée et avec tout ce qui concerne la sécurité. C'est une véritable aubaine de pouvoir se faire rencontrer tous ces partenaires étrangers qui travaillent finalement et qui se croisent sans arrêt. On a plaisir à dire que dans la montagne, il n'y a pas de frontières. On marche sur les mêmes chemins, on passe par les mêmes cols et on marche dans la même neige à des moments. Et donc, pour nous, c'était aussi cette capacité à faire se rencontrer des gens qui ne font habituellement que se croiser et qui pourtant travaillent dans le même environnement. Donc, l'idée, c'était bien d'être le plus possible dans de l'échange de pratiques et pour cela, de passer par des mises en situation qui nous permettaient de confronter les points de vue de chacun, y compris dans le cadre réglementaire du pays d'origine. Voilà. Et puis donc, pour chaque séminaire, il s'agit de produire ce qu'on appelle un livrable sous forme de document qui va être transmis de séminaire en séminaire, puisque ça se terminera, ça a commencé donc en décembre 2020, ça se terminera en 22, enfin 22, voilà. Et un peu comme un totem, on va passer de main en main les productions qui seront réalisées au cours de chaque séminaire dans chaque pays d'accueil. Voilà, donc le premier c'était la France, le dernier sera la France également. Et là, nous allons enchaîner avec le séminaire en Italie. Voilà. Je ne sais pas si ça correspondait à la commande de Magali. Je suis désolée, Magali, ça a été fait un peu rapidement peut-être. Il n'y a pas de problème. Non, c'était important d'avoir votre témoignage. Tout d'abord parce que le CREPS démarre sur les projets Erasmus+. Enfin, cela fait très peu d'années que vous engagez dans cette démarche-là. Donc, non, c'était très intéressant d'avoir votre retour. Après, s'il y a des questions, je me permettrai de vous renvoyer les questions ensuite par mail pour que vous puissiez répondre. Puisque je sais que vous êtes mobilisés sur notre projet Erasmus aujourd'hui également. Merci en tout cas de votre témoignage. Un petit mot, si vous le voulez bien, de Daniel Sionneau. Alors, je me permets, je vais faire Madame Temps. Daniel, si vous pouvez vraiment faire un témoignage en quelques minutes parce que suit la présentation du volet éducation-formation par mode CIR qui a un impératif réellement à 15 h. Donc, voilà, en quelques minutes, si vous pouvez évoquer
le beau projet FAME que vous mettez en place depuis quelque temps. On a perdu Daniel. On m'entend là? Oui? C'est parfait. Bon, je disais bravo au métier de la montagne, ça avait l'air très très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu avec eux. Voilà, alors en ce qui nous concerne, Formasup, c'est le CFA des universités en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein. Université d'Aix-Marseille, Université de Côte d'Azur, Université de Toulon-Avignon, École centrale Marseille, Sciences Po et l'INSTN du CEA de Cadarache. Alors nous sommes le CFA de l'enseignement supérieur en région. Nous avons beaucoup d'apprentis puisque dernièrement nous sommes beaucoup développés. Nous avons 5200 apprentis et nous espérons en avoir encore plus. Et en réalité, pourquoi on a voulu monter ce fameux consortium FAME? C'est parce que nous voulions que nous avions deux soucis principaux. Le premier, c'est que pour certains diplômes, comme les diplômes d'ingénieur, c'est une obligation de la commission du titre de l'ingénieur que les apprentis puissent faire une mobilité internationale pendant leur parcours. Et la deuxième raison, elle est pour répondre aussi à la demande des jeunes, puisque pour nous, c'est un enjeu qu'un jeune ne soit pas obligé de choisir entre être apprenti ou faire sa mobilité internationale. Ça, je pense que c'est valable pour les CFA de l'enseignement supérieur, mais également pour tous les autres CFA. Donc voilà pourquoi nous avons voulu monter ce consortium. Nous avons été aidés par Pierre Gattaz et Sylvie Brunet qui nous ont fait l'honneur de nous parrainer et nous aider, donc hein, le MEDEF international et puis Sylvie Brunet, députée européenne. Et donc nous avons été accrédités en plein milieu du confinement le 5 avril 2020, au moment où les avions étaient cloués au sol, mais ça nous a quand même remonté le moral. Et donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que nous souhaitons étendre la possibilité de mobilité internationale à tous les diplômes pour que tout apprenti, à un moment donné de son parcours, puisse partir en mobilité. Voilà, je passe la parole à ma collègue Céline Grimaud, qui est notre référente. Céline? Oui, bonjour. Alors, moi, je vais vous parler de l'impact attendu par notre projet FAME. Donc, nous souhaitons accroître l'employabilité des apprentis en leur faisant acquérir les soft skills tant valorisés et recherchés par les entreprises. Nous souhaitons aussi favoriser une embauche immédiate d'un jeune qui aura expérimenté l'international pendant ses études et sera ainsi moins tenté de partir avant son premier emploi. La mobilité permet aussi de leur procurer un supplément au diplôme pour les apprentis également, pas que pour les étudiants. Nous souhaitons également renforcer la citoyenneté européenne des jeunes en leur donnant un exemple concret de ce que l'Europe peut faire pour eux et également accroître le rayonnement international de la formation par apprentissage. Alors, si je peux me permettre de donner des tuyaux aux futurs porteurs de projets, donc nous, on a essayé de créer une dynamique de groupe. On a tout d'abord essayé de faire adhérer les membres du consortium en faisant témoigner des apprentis sur leur expérience de mobilité. On a motivé les membres de notre consortium en les faisant travailler en groupe de travail sur des thèmes bien précis comme les soft skills, la communication, ou bien la candidature du consortium. Alors, il faut savoir que cette candidature nous a pris 1 an. Hein, ça a été 1 an de travail collectif. Il nous semble important aussi d'avoir bien sûr de bons partenariats et de démontrer que le projet est co-construit et de bien définir le rôle de chacun en tenant compte des contraintes de chacun des membres du consortium. Nous avons créé un comité financier aussi pour garantir la transparence et l'équité sur la gestion des fonds. Et enfin, ce qui est essentiel à notre sens, c'est de se donner du temps. Nous, ça nous a pris quand même 1 année. Il faut se faire bien accompagner. Nous avions la chance d'être entourés d'experts dans les universités, d'experts d'Erasmus, hein, dont je pense notamment à Centrale, l'école centrale de Marseille, qui nous a énormément aidés. Il ne faut pas non plus hésiter à solliciter les acteurs locaux comme la région.
et les acteurs sur le plan national, comme l'agence Erasmus. Hein, quand on débute, on ne peut pas tout savoir et on apprend beaucoup en cheminant. Hein, des questions émergent au fil du projet et c'est normal. Alors, il ne faut pas nier qu'il s'agit d'un investissement en temps, hein, avec tout ce qu'on a à faire au quotidien et notamment en cette période de pandémie, on a dû pas mal s'adapter. Mais le projet en vaut la peine puisque ça fait rayonner l'organisation dans laquelle on travaille. Ça nous fait participer au projet européen tout en donnant des opportunités nouvelles à nos publics. Voilà. Merci Céline, merci Daniel pour ces témoignages. Je vous propose, s'il y a des questions, de les reporter à la fin de cette première heure et de laisser tout de suite la parole à Maude Cyr, qui est directrice adjointe du département promotion et responsable du pôle transversal, si je me trompe pas, à l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation qui se trouve donc à Bordeaux. Merci Maude. Bonjour Magali, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur ce début d'après-midi. Effectivement, comme tu l'as dit Magali, je ne pourrais malheureusement pas rester au-delà de 15 heures, mais je pense que je vais rebondir sur les 2 témoignages qui sont précédents. L'important, suite à ces témoignages, il faut aussi bien se rendre compte que la compétence, elle est dans les territoires en fait. Vous êtes entouré de gens, d'experts, de gens expérimentés sur les territoires, ce que vous mettez en place au sein du conseil régional. Et puis aussi, voilà, il y a plein en fait de porteurs de projets expérimentés. Donc voilà, se serrer les coudes au niveau avec des gens de proximité, c'est extrêmement important. J'allais dire, pour être caricatural, toute la compétence n'est pas à Bordeaux à l'agence, mais elle est principalement en fait auprès de vous dans les territoires. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être donc de brosser de façon un petit peu schématique sur ce nouveau programme Erasmus+ 21-27. C'est quoi ce nouveau programme? En quoi est-ce qu'il y a des changements? Et en particulier pour les 4 secteurs, enseignement scolaire, formation professionnelle, éducation des adultes et enseignement supérieur. Alors, pour ce faire, si je maîtrise bien ma technique, je vais essayer de vous partager mon PowerPoint. Et hop. Alors, avec un focus principalement sur l'appel à proposition 2021, puisque cet appel à proposition était un petit peu particulier, comme vous l'avez dit au début, notamment au niveau des dates. Hein, cette année, c'est un peu la grande bousculade. Je pense que les mots-clés, c'est vraiment pour Erasmus 21-27 et je pense que Jérémy Trémolière de l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport pourra le confirmer aussi sur les aspects jeunesse, sport et européen de solidarité. On est vraiment sur un programme qui est plus responsable puisqu'il y a une vraie dimension de prise en compte de l'aspect environnemental, alors que ce soit par des financements un petit peu supplémentaires pour ce qui est de l'éco-responsabilité, mais aussi une vraie volonté dans les priorités que les projets, dans leur mise en œuvre et aussi dans leur thématique, travaillent sur des sujets green. L'ouverture, c'est l'ouverture internationale en plus de l'ouverture européenne. Et l'ambition, c'est l'ambition budgétaire d'une part, et d'autre part, l'ambition de s'ouvrir à un maximum de personnes. Non seulement ceux pour lesquels il est assez naturel de faire de la mobilité européenne, internationale, mais aussi d'aller chercher en fait des organismes plus petits ou qui n'ont pas l'habitude en fait de faire ce genre de projet ou de coopération, et aussi d'aller chercher plus loin dans les territoires et de sensibiliser des jeunes pour lesquels en fait il se serait jamais dit qu'un jour ils pourraient partir en mobilité. Donc ça, c'est notre défi à tous collectif. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. On a toujours les 6 secteurs. On a toujours le programme Jean Monnet qui concerne les aspects réflexion autour de la construction européenne. Et puis, on a toujours les 3 actions clés. L'action clé 1, mobilité des individus. Donc, c'est le fait de faire partir globalement des gens, des professionnels ou des apprenants faire une période d'études, de stage, d'observation quelque part en Europe, voire au-delà de l'Europe.
Dans les principales nouveautés de cette action clé 1, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que la mobilité des élèves, donc pour les établissements scolaires, est désormais dans l'action clé 1. Et ça permet de faire bouger des jeunes, collège, enfin primaire, collège ou lycée, de pouvoir les faire partir en fait quelques jours ou beaucoup plus longtemps pour une période d'études quelque part en Europe. L'autre grosse nouveauté sur l'action clé 1, c'est la mobilité des apprenants adultes, enfin, collègues du secteur de l'éducation des adultes. Enfin, la mobilité des apprenants adultes. Donc, les apprenants adultes, ça va concerner les structures qui sont dans l'économie sociale et solidaire, dans l'action sociale, par exemple. Elle est possible à partir de cette année. Pour la formation professionnelle, la mobilité internationale est désormais possible. Jérémy, je te laisserai présenter la participation des jeunes pour jeunesse. Et la nouveauté qui concerne tous les secteurs, c'est l'accréditation, puisqu'on s'aligne sur ce qui était déjà possible pour l'enseignement supérieur avec la charte ETCHE. Désormais, enfin, pour la mobilité, vous n'allez plus avoir, pour ceux qui déposent des projets tous les ans, vous n'aurez plus à déposer un gros dossier en expliquant pourquoi et comment vous allez vous souhaitez faire de la mobilité. Il faudra demander une accréditation et ensuite, tous les ans, uniquement demander le financement. Voilà. Sur les partenariats, pas de grand changement. Des projets de coopération. Alors après, ils changent de nom, mais grosso modo, on retrouve exactement les mêmes. Une autre façon de présenter les choses, ça vous permet un petit peu de voir les différentes possibilités. Donc là, en termes de vocabulaire, pour les structures qui sont nouvelles, on parle d'actions décentralisées. C'est en fait les possibilités de subvention pour lesquelles il faut déposer la candidature auprès des agences nationales, donc soit l'agence Jeunesse et Sport, soit l'agence Éducation et Formation à Bordeaux. Pour la mobilité, c'est donc l'accréditation et aussi des projets de mobilité, une nouveauté, puisque si on n'a pas l'accréditation, on peut quand même faire un projet. Ce sont les projets de mobilité de courte durée avec un budget qui sera limité et aussi un nombre de mobilités à l'intérieur qui est limité. Et il n'est pas possible de déposer plus de 2 ou 3 projets en fait sur la période des 7 ans du programme. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet notamment aux structures qui sont peu expérimentées de se lancer dans la mobilité Erasmus+. Pour les partenariats, on a désormais 2 grands types de partenariats. Des partenariats de coopération qui pouvaient correspondre aux partenariats stratégiques en fait, de grande ampleur précédemment. Et puis aussi, ce qui est très important désormais dans cette notion d'accessibilité, des partenariats dits simplifiés, avec des budgets forfaitaires. Et ça permet de mettre le pied à l'étrier pour des structures qui ont envie de se lancer un petit peu dans un projet pour échanger avec des homologues. Au niveau de l'enseignement supérieur, vous voyez absolument aucun changement. La charte ETCHE est obligatoire pour la participation à Erasmus+. Et ensuite, demande de financement pour faire des mobilités, accréditation de consortium, comme l'a expliqué nos collègues tout à l'heure, et puis aussi pour participer aux partenariats, uniquement les partenariats de coopération pour l'enseignement supérieur, pas de partenariat simplifié. Donc l'accent que je voulais mettre, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait d'Europe, ou alors qui ont des ambitions pour un projet assez réduites. Il y a désormais, autant dans l'action clé 1 que dans l'action clé 2, des possibilités de faire des projets avec des budgets qui sont plus restreints, mais des exigences qui sont moindres en termes de rendu ou de production de contenu. Côté action clé 1, c'est donc des projets de mobilité de courte durée. Et puis, côté action clé 2, c'est les partenariats dits simplifiés et notamment cet aspect très intéressant qui sont un financement avec des forfaits. C'est-à-dire que pour un partenariat simplifié, vous choisissez soit le forfait à 30 000 €, soit le forfait à 60 000 €. Je précise que dans le cadre des partenariats, qu'ils soient simplifiés ou de coopération, c'est le coordinateur qui dépose la demande de financement, qui remplit en fait le formulaire de candidature au nom de tous les partenaires du projet, de tous les partenaires européens, et c'est lui qui va recevoir le financement et donc le redistribuer après à ses partenaires. C'est donc un projet dans lequel vous êtes plusieurs.
Alors voilà, enfin, une autre très grande nouveauté et pour l'enseignement supérieur, mais surtout pour la formation professionnelle. Désormais, pour les projets de mobilité Action Clé 1 de la formation professionnelle, vous allez pouvoir envoyer des apprenants et des formateurs à l'international, donc en dehors d'Europe. Ça me permet aussi de vous rappeler que cet aspect international, c'est très concret, mais ça concerne le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, désormais, n'est plus un pays programme, mais un pays partenaire, au même titre que la Suisse, qui ne change pas de statut. D'autre part, la nouveauté pour l'enseignement supérieur, c'est qu'il est possible, dans la demande de financement des mobilités traditionnelles, de pouvoir inclure une petite partie pour faire de la mobilité internationale. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez faire de la demande de mobilité européenne et internationale dans la même candidature. Alors, ce que je vous disais, c'est que pour les actions clés 1 de mobilité, la nouveauté principale, c'est cette notion d'accréditation. Donc, ça concerne les secteurs enseignement scolaire, enseignement et formation professionnelle, éducation des adultes et jeunesse. Et Jérémy, je te laisserai préciser un petit peu plus tard les caractéristiques plus spécifiques du secteur jeunesse. En termes j'allais dire, de priorité pour les secteurs scolaires, formation professionnelle et adultes, heu, nous faisons là une promotion assez importante de l'accréditation, puisque c'est vraiment pour ceux qui veulent déposer régulièrement une demande de financement, ceux qui veulent faire partir tous les ans ou tous les 2 ans en fait leurs jeunes ou leurs formateurs et pédagogues. Voilà, il faut faire une demande d'accréditation. Ça simplifie les choses, j'allais dire, pour tout le monde. Globalement, l'accréditation, c'est quoi? C'est remplir un dossier où vous allez devoir décrire quelle est la stratégie d'ouverture européenne et internationale de l'établissement. Vous voulez faire partir quel type de personnes? Pourquoi faire? Tout à l'heure, vous présentiez, madame, les impacts attendus d'une mobilité. Bah, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous prévoyez comme impact sur une durée assez longue quand vous ferez bouger des jeunes ou l'équipe pédagogique ou d'encadrement? Il faut se projeter sur plusieurs années. Donc, ça demande un travail de réflexion et ça demande un travail de préparation aussi pour pouvoir remplir ce dossier d'accréditation. Donc, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Grosso modo, ça a déposé à l'automne N-1. Une fois que vous êtes accrédité, cette accréditation est valable en fait jusqu'à la fin du programme, jusqu'à la fin 2027. Si votre accréditation est acceptée, désormais tous les ans, février-mars, alors je mets 2021 de côté puisque c'est une année très particulière, mais tous les ans, si vous en avez besoin, vous pouvez faire une demande de financement pour avoir les fameuses bourses de mobilité. Donc voilà, c'est quelque chose de, j'allais dire, d'assez standard, mais l'enjeu, c'est, 1, de demander l'accréditation et 2, une fois que vous l'avez, de ne pas oublier de faire la demande de financement annuel. Un petit focus sur la mobilité pour les apprenants adultes et j'en profite pour dire que cette année, il y a pas mal de budget, donc structure de l'éducation des adultes, économie sociale et solidaire, action ou insertion sociale, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, on a la chance encore d'être bien doté cette année et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera possible de faire de la mobilité de groupe, donc groupe d'adultes de 2 à 30 jours hors voyage, mais aussi de pouvoir faire partir de manière individuelle. Attention, la définition, en fait, on a réduit, on a, circonscrit, j'allais dire, le périmètre de qu'est-ce que c'est qu'un apprenant adulte. Le bulletin officiel de l'éducation nationale, en fait, du 22 avril dernier vous le précise. Globalement, la priorité, c'est vraiment, les structures qui travaillent et qui veulent faire partir des adultes, qui sont, j'allais dire, moins favorisés ou qui ont soit des difficultés, ou des problématiques autour de l'insertion, parfois aussi, des personnes pour lesquelles, j'allais dire, le simple fait de justement de s'ouvrir à l'Europe ou à l'international n'était pas tout à fait évident. Intégration, insertion sociale, culture, voilà, donc tous ces sujets-là sont possibles et référez-vous bien au bulletin officiel pour avoir, la définition et le périmètre. Ah ben ça bouge, hein. Pardon. Hem, si je fais ça, ça marche pas, hein.
Ben non. Alors, quels sont les enjeux? C'est ce que je voulais repréciser quand même sur cette période 21-27 et notamment par rapport à l'appel à proposition 2021. Les enjeux pour l'agence éducation-formation, c'est d'une part que les structures de l'enseignement scolaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle continuent à réfléchir à cette logique d'accréditation, que celles qui n'ont pas encore fait la demande en 2020 puissent là le faire en 2021. Alors bien évidemment, on fait une demande d'accréditation si on pense, ou si la logique de la structure, c'est d'intégrer en fait la mobilité comme quelque chose de naturel dans les cursus et dans les activités. Et surtout, l'enjeu cette année, on le voit bien puisque c'est nouveau et c'est la première fois, c'est une fois qu'on a l'accréditation, ne pas oublier de faire la demande de financement. Là, on s'en rend compte actuellement puisque les dates se rapprochent. La demande de financement, c'est dans quelques semaines et on est obligé de relancer en fait un certain nombre de structures pour leur rappeler qu'il faut qu'ils demandent les bourses. Deuxième aspect très particulier au niveau des secteurs, les enjeux pour nous, c'est le développement de la mobilité des élèves de l'enseignement scolaire. Mobilité courte, mais aussi mobilité longue. Alors, on sait que ça va demander du travail collectif aussi avec les établissements, puisque faire partir un élève, un collégien ou un lycéen pendant plusieurs mois, se pose la question, bien évidemment, de comment les acquis d'apprentissage sont reconnus d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est un travail qu'il va falloir qu'on mène tous ensemble aussi avec les autorités et qu'on sera là pour soutenir en fait les diverses expérimentations. Au niveau sectoriel, l'autre grand défi, c'est la mobilité des apprenants dans l'éducation des adultes. C'est nouveau, c'est quelque chose que les différents acteurs vont devoir construire. Et pareil, on a une approche de soutien particulier. Vous avez une série, notamment pour les acteurs de l'éducation des adultes, des webinaires et des ateliers en ligne qui sont mis en place par l'agence pour vous accompagner sur la candidature. Et dernier enjeu, alors ce n'est pas un enjeu spécifique à l'AP 2021, c'est pour ça que je l'ai mis avec des petits tirets, mais c'est vrai que si on se projette sur plus 80%, comme on a dit, de budget d'ici 2027, c'est un changement d'échelle. Et c'est un changement d'échelle massif, que ce soit principalement sur la mobilité, c'est-à-dire faire bouger 80% de plus de jeunes ou de personnel d'enseignement ou d'encadrement, il va falloir que les uns et les autres, au niveau des territoires, au niveau des établissements d'éducation et de formation, vous puissiez avancer pour aussi vous adapter en termes de structure. Donc, c'est ça, des changements aussi structurels et des changements organisationnels pour absorber, j'allais dire, ces possibilités, pouvoir les gérer, pouvoir aussi aller chercher des apprenants un petit peu plus loin, les convaincre, les accompagner et les faire bénéficier de ces mobilités. Et je pense que ce qui est mis en place par le Conseil régional dans le cadre de ces accompagnements est quelque chose de fondamental et c'est aussi très important de pouvoir vous appuyer les uns sur les autres pour partager et des bonnes pratiques, mais aussi, pourquoi pas, partager des lieux de stage, des lieux d'hébergement, partager des partenaires. Voilà, c'est quelque chose qui doit s'organiser, avoir une vision sur le territoire et notamment dans le cadre souvent de grands projets de consortia, par exemple des consortia académiques qui sont mis en place au niveau de la région académique ou des consortia aussi, ça peut être de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. Un petit coup de flash sur les dates de dépôt pour l'appel à proposition 2021. Vous voyez que ça s'échelonne entre mai et octobre. Donc, cette année, on vous le rappelle, c'est très particulier. Les dates ont été publiées tardivement, le guide du programme aussi. Normalement, tout devrait se remettre dans l'ordre pour l'appel à proposition 2022. Juste une nouveauté pour les établissements d'enseignement supérieur envisageaient de déposer sur l'action Erasmus Mundus. On vient d'avoir l'info là ce matin. A priori, ce ne sera plus le 26 mai, mais le 17 juin. Toutes ces dates sont disponibles sur le site de l'agence. Et donc, pour pouvoir déposer une candidature sur les secteurs enseignement scolaire, enseignement et formation professionnelle, éducation des adultes et enseignement supérieur,
la nouvelle plateforme de candidature qui s'appelle Mon projet Erasmus+. Vous y trouverez l'accès à des webinaires que nous avons faits, mais aussi des formulaires commentés, tous les conseils et l'accès bien évidemment au formulaire de candidature. Voilà, ça a été un peu rapide. Mais c'est parfait, merci Maud. Ça laisse Mais le je temps pense que j'ai dû laisser un peu de temps aux questions. aux questions. Alors, il y a déjà des questions par le biais de la messagerie. Alors, je vais me permettre de Mais les... si tu peux trier les questions et voilà. Voilà. Alors, première question était la suivante. La mobilité internationale est-elle possible pour l'enseignement scolaire? Non. Est-ce que les conseillers... Voilà, c'est clair comme ça. Est-ce que les conseillers Pôle emploi peuvent partir en Erasmus+? Oui, bien sûr, Pôle emploi a un projet au niveau national. Alors, je sais qu'ils font partir des apprenants, mais ils peuvent tout à fait intégrer la mobilité aussi des conseillers. D'accord. Peut-on faire un projet de partenariat simplifié si l'on a déjà fait des échanges scolaires? Ah oui, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, hein, la mobilité de groupes d'élèves telle qu'elle était telle qu'elle était définie dans le cadre des échanges scolaires, c'est plutôt quelque chose qui désormais a basculé dans l'action clé 1. Dans l'action clé 1 sur la mobilité des élèves, c'est mobilité individuelle ou mobilité de groupe. Donc, un projet de partenariat simplifié n'a pas pour objet de faire uniquement de la mobilité. Là, ça y est, il y a plein de questions. Du coup. La mobilité des adultes est-elle désormais possible dans des pays tiers ou seulement dans le cadre de l'enseignement supérieur? Alors, je vais vous répondre différemment. L'ouverture internationale, en fait, faire de la mobilité en dehors de l'Europe un petit peu élargie, c'est uniquement pour l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Donc, c'est non pour l'éducation des adultes et non pour le SCO. Alors, il y avait une question où s'adresser pour faire la demande d'accréditation. Il y a eu quelques réponses qui ont été apportées dans le chat et, et tu as apporté les réponses aussi lors de ta dernière slide. N'hésitez pas à aller sur le site. On vous enverra de toute façon les différentes slides que l'on vous propose aujourd'hui. La charte ETCHE peut-elle être demandée par un consortium ou doit-elle être demandée par les établissements concernés par le consortium? Alors, la charte ETCHE, c'est uniquement pour les établissements d'enseignement supérieur, et d'ailleurs, y compris les lycées qui ont une section STS. Et chaque établissement d'enseignement supérieur doit faire une demande de charte ETCHE pour prendre part à Erasmus+. Petit 1. Petit 2, si plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou un autre souhaitent monter un consortium, donc se regrouper, là, comme on parlait Formasup tout à l'heure, se regrouper pour pouvoir avoir un leader de consortium qui ensuite va animer en fait un groupe pour faire partir des jeunes et des enseignants en Europe. Il faut aussi que le leader de consortium du SUP fasse une demande d'accréditation de consortium. Donc, tous les membres du consortium d'envoi, ceux qui vont envoyer des jeunes, enfin les étudiants et des profs, doivent avoir la charte. Le leader du consortium, pas obligatoirement, puisque on a, par exemple, des régions qui sont leaders de consortium pour des filières sanitaires et sociales ou d'autres. Donc voilà. Mais il faut une accréditation pour le consortium. Les dates de dépôt seront-elles les mêmes pour 2022? Ça, il me semble que tu as un petit peu... On n'espère pas. Alors, quelle est l'adresse web? Pardon. On espère que ça reviendra au premier, grosso modo, premier trimestre. Voilà. Mais bon, qui vivra verra, je ne sais pas. Alors, quelle est l'adresse web de l'agence Erasmus? Ça, vous pouvez trouver, je pense, assez facilement. Si nous avons l'accréditation EFP et la charte ETCHE, faut-il faire une ou deux demandes de financement? C'est dommage qu'on... en fait, à chaque accréditation et à chaque charte, il faut une demande de financement. En fait. Il faut faire une demande de financement pour les mobilités du SUP de vos jeunes qui préparent des diplômes du SUP dans le cadre de la charte ETCHE
et une demande de financement pour formation professionnelle dans le cadre de vos diplômes ou de vos jeunes qui sont sur des diplômes niveau 4 maximum. Peut-on faire de la mobilité internationale pour les États-Unis? Ah bah là où vous voulez. Hein. Bah, international, c'est international. Hein. Est-ce que des projets ont été conduits dans les IFSI? Oui. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui. Pourriez-vous expliquer un peu plus en détail le budget pour la mobilité hors Europe et quel interinstitutionnel agreement à faire signer? Merci. Non, je ne peux pas l'expliquer. Je veux dire, c'est trop technique. Reportez-vous à mon projet Erasmus+. Il y a des détails, en fait. L'ensemble des informations détaillées sur ce genre de choses sont présentées. Comment proposer des stages aux étudiants Erasmus? Accueil ou renvoi? Alors, il n'y a ni accueil ni envoi. Je pense que c'est la Maison de l'Europe qui a posé, la Maison de l'Europe de Provence qui a proposé cette question. Donc, peut-être, s'il s'agit d'étudiants, aller vers les établissements d'enseignement dans lesquels les étudiants sont. Après, ça me permet de rebondir sur autre chose. Hein, dans les enjeux, quand je parlais dans mon dernier enjeu, en fait, de l'aspect renforcement des capacités des acteurs du territoire, plus 80% de budget, ça veut dire plus 80%, grosso modo, on disait de passer de 5 à 10 millions de jeunes qui, ou d'apprenants, enfin d'enseignants, de profs, etc., qui vont bouger partout en Europe. Hein. Mais ça veut aussi dire que c'est plus 80% de lieux de stage, de lieux d'observation pour les enseignants, de conférences, de séminaires qu'il va falloir trouver. Et si vous faites partir plus 80% de jeunes de la région PACA, etc., il faut aussi accueillir. Je pense qu'il y a un véritable enjeu à réfléchir sur l'accueil. S'il n'y a pas des entreprises dans toute l'Europe, et donc y compris en France, qui accueillent des jeunes de formation professionnelle et des étudiants en stage, il n'y a plus d'Erasmus+. Donc, ça, c'est un enjeu du coup collectif au niveau d'un territoire aussi, à réfléchir avec les entreprises, avec les organisations patronales, de savoir comment vous en tirez aussi, entre guillemets, profit pour pouvoir accueillir des jeunes de toute l'Europe, voire d'un petit peu plus loin. Voilà. Oui, la question de la réciprocité est effectivement une question très importante. Voilà, c'est pas simplement, enfin c'est pas se dire j'en envoie un, j'en reçois un, mais éventuellement, voilà, comment développer l'offre d'accueil entre guillemets sur le territoire. Effectivement. Il y a une question sur l'action clé 2 et sur les projets de coopération à petite échelle, un petit peu technique me semble-t-il, mais il s'agit de demander si le chef de file d'une action clé 2 reçoit l'intégralité du forfait, le premier point, et ensuite, est-ce qu'il doit ensuite reverser à ses partenaires leur part ou est-ce que c'est lui-même, chef de file, qui engage les dépenses pour ses partenaires? Alors, on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'un coordo qui redistribue à ses partenaires. Et la deuxième chose, c'est, comme d'habitude, en fait, on va verser entre 80 voire 100%, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais du budget total dès le début du projet. D'accord. Alors, on parlait de lien avec les entreprises. On a un pôle de compétitivité qui se demande s'il peut envisager de se positionner sur des alliances de l'innovation et de centres d'excellence professionnelle au titre de structure intermédiaire. Intermédiaire Entre le un pôle de compétitivité vraiment est tout à fait pertinent pour les alliances de l'innovation. Donc, en fait, c'est une action clé 2 centralisée, mais bien sûr. Et puis, pour les centres d'excellence professionnelle, j'allais dire ce qui est le plus naturel par rapport à l'organisation territoriale en France, ce sont les campus des métiers et des qualifications, mais les pôles de compétitivité peuvent aussi être très pertinents par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, enfin, réfléchissez d'abord quand même. Et oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait candidater sur ça. Ensuite, peut-on faire la mobilité internationale pour les apprentis aux États-Unis? Ça, nous avons répondu sur la possibilité du hors-Europe. Pour remplacer l'échange scolaire, où trouver les informations sur les mobilités de groupe dans le cadre de la formation professionnelle?
Il n'y en a pas. C'est directement sur l'action clé 1. Hein, c'est ce que tu Oui, disais. mais il n'y a pas de mobilité de groupe dans le cadre, dans l'action clé 1, formation professionnelle. C'est que de la mobilité, j'allais dire, plus individuelle de stage. La mobilité de groupe est possible dans l'enseignement scolaire. Action clé 1, enseignement scolaire. De groupe d'élèves. Groupe d'élèves, effectivement. Ouais. Pour une demande de mobilité d'élèves dans l'enseignement scolaire, justement, peut-on faire une demande de K122 quand on a déjà été coordinateur d'un projet K229, mais que nous n'avons pas Alors, encore c'est-à-dire que demandé moi, je ne suis pas bonne l'accréditation? avec les chiffres. Oui. Là, je pense qu'il faudra être... Oui, on vous invite aussi à nous envoyer des messages mail. Vous avez nos mails et ensuite, on essaiera de répondre. Et si on ne peut pas, on transférera pour des questions techniques comme celle-là, on transférera évidemment à l'agence si on ne peut pas vous répondre Moi, directement. je vous invite vraiment, au-delà de ce que vous allez faire à Magali avec la déclinaison plus sectorielle des webinaires ou des accompagnements, allez voir les webinaires qu'a enregistré l'agence et les sessions de questions-réponses qui sont enregistrées aussi désormais. Et vous avez notamment les adresses mail sectorielles sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. C'est-à-dire que vous ne me les posez pas à moi dans ma boîte, utilisez des adresses sectorielles. Alors, peut-être 2-3 questions encore. Nous sommes un établissement de santé d'enseignement supérieur. N'est-il pas trop tard pour déposer la demande de charte ETCHE? Et non, je crois que c'est 10 juin. Ça. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas sûre que le formulaire soit en ligne pour la nouvelle, pour la charte ETCHE pour 2021. Par contre, vous avez normalement les formulaires pour de l'année dernière et ça va pas beaucoup changer, je pense. Donc, ça vous permet de vous préparer. Je vous invite à commencer quand même à travailler votre dossier dès maintenant. On est bien d'accord. Parce que maintenant pour le 10 juin, c'est dans... Voilà. Une toute dernière question et après je fais le grand bond d'une réunion à l'autre. Est-ce que les partenaires à l'international doivent être accrédités pour la réciprocité, pour la réciprocité de l'accueil? Ah, c'est pas ça. Alors j'essaie d'interpréter la question. Dans le cadre de l'action clé 1, pour les structures qui sont accréditées, si vous voulez recevoir ensuite des, justement, dont on parlait tout à l'heure, des jeunes dans votre établissement, c'est au choix du partenaire qui fait l'envoi, je ne sais pas, en Belgique par exemple, l'école belge, soit elle demande un projet de mobilité court terme, mais elle ne pourra pas en faire beaucoup, je crois que c'est 2 maintenant. Sinon, si vous voulez mettre en place quelque chose, j'allais dire, de structurant et structuré, oui, il faudra que votre partenaire d'envoi, l'école, l'homologue belge, fasse une demande d'accréditation dans son pays. Et voilà, et je dois vous quitter. Et voilà. Merci en tout cas, merci Motsir pour ta présentation et merci pour tous ces éléments de réponse. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vais essayer de les récupérer. J'espère pouvoir les récupérer à la fin du webinaire et essayer de répondre. Sinon, je demanderai à l'agence ou je les transférerai à Maud pour qu'elle puisse peut-être vous répondre après. Et vous dire également, parce qu'il y en a pas mal qui ont demandé si vous aurez effectivement la présentation. Oui, on vous adressera l'ensemble des présentations et le lien vers le webinaire enregistré dès la fin de la semaine. Merci encore, Maud. À bientôt. Voilà, à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Bertrand. Je connais plein de gens, en fait, c'est cool. Au revoir. On est très actifs en région. Voilà pour clôturer ce premier volet de la réunion sur le volet éducation-formation. Mais comme vous le savez, le programme Erasmus+ est un programme pour lequel la transsectorialité, si on peut l'appeler comme ça, est très importante. Les relations entre le volet jeunesse et entre le volet éducation-formation sont parfois très étroites. Donc, je vous invite à rester encore pendant une petite heure avec nous pour que vous puissiez avoir toutes les informations et toutes les opportunités qui s'offrent à vous sur le volet jeunesse et sport. Je vais laisser la parole tout de suite aux 2 témoins sur le volet jeunesse d'Erasmus+, avant de
de donner la main à Jérémy Trémolière qui nous parlera donc de ce volet jeunesse et de notre programme du Corps européen de solidarité, qui est un programme qui est tout à fait complémentaire par rapport à Erasmus+. Je donne la parole tout d'abord à Fanny Roustan, qui est coordinatrice Médinéa, pour qu'elle puisse nous parler d'un projet très intéressant qui a un lien avec la culture. Merci, Oui. Fanny. Bonjour. Donc, je vais vous parler rapidement de ce projet Médinéa, qui est un réseau d'institutions culturelles fondé et piloté par le Festival d'Aix-en-Provence et qui rassemble une trentaine d'institutions culturelles dans 17 pays du bassin méditerranéen. Le point commun de ces institutions, c'est d'œuvrer pour la formation des jeunes artistes et plus particulièrement des jeunes musiciens, et pour leur intégration professionnelle. Donc, il y a beaucoup de conservatoires, d'établissements d'enseignement supérieur, mais aussi des centres culturels, des festivals qui vont inviter des ensembles de musiciens en résidence ou leur faire une place dans leur programmation de festivals, par exemple. Parmi ces 30 partenaires, on est 6 à être co-porteurs d'un projet Erasmus. Donc la France, enfin le Festival d'Aix pour la France, on a des partenaires en Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Turquie. On a répondu en fait à l'appel à projet spécifique en réponse à la pandémie, en soutien au secteur culturel et créatif. Donc pour moi, c'était important de le souligner parce qu'il y a on est dans le volet jeunesse, mais je crois qu'il y a de plus en plus d'acteurs culturels qui soumettent une candidature au programme Erasmus. Et cet appel, je crois que c'était le premier qui leur était directement adressé et qui a eu beaucoup de candidats. Nous, ce qu'on a proposé dans ce cadre-là, c'était un programme de formation en ligne à destination donc, des musiciens du bassin méditerranéen, avec l'attention très forte de ne pas le décorréler des opportunités d'apprentissage donc en présentiel, parce qu'il y a une telle offre numérique, enfin de formation numérique en ce moment, que c'est difficile d'y trouver une pertinence quand il s'agit simplement juste d'un one-shot, on va dire, d'un enseignement, d'une bulle d'expérience. Et pour nous, c'est très important en fait, de le rattacher à un apprentissage donc, présentiel, à des opportunités de travail dans un deuxième temps. Évidemment, l'avantage d'être constitué en consortium et de bénéficier d'un réseau, c'est de pouvoir mettre à disposition des jeunes musiciens des ressources pédagogiques très pointues et très étendues donc sur le territoire méditerranéen, donc en bénéficiant de l'expertise de chacun des partenaires, mais aussi de leurs partenaires locaux. Moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un peu la méthode pour débuter la conception du projet. En fait, à l'écriture du projet, c'est important de partir avant tout des besoins du terrain. Donc certes, en tant qu'institution, on a une bonne connaissance du terrain et on a de bonnes idées sur comment répondre aux besoins de notre cible. Mais nous, il nous a semblé important de partir directement de la cible, d'entendre en fait la voix des jeunes et de voir, surtout dans cette période, de quoi ils ressentaient un manque et le besoin. Donc, on a organisé en fait des panels. On a invité des jeunes musiciens qui étaient représentatifs de notre cible, donc entre 20 et 30 ans, différentes esthétiques musicales, différents pays du bassin méditerranéen, à partager leurs témoignages. Donc on l'a fait nous en tant que chef de file, mais nos partenaires aussi font la même chose de leur côté, pour qu'on puisse partir de ce point de départ-là pour écrire le contenu du programme de formation en ligne.
Nous, on avait notamment pensé voilà, de partir sur des modules de formation sur la technique instrumentale, donc ce qu'on va faire quand même, mais on s'aperçoit que ce qui ressort et qui est le point commun de tous les pays interrogés, c'est une grande détresse psychologique et un besoin très fort en fait de renouer avec la profession première, donc avec la musique et la mise en réseau avec d'autres jeunes musiciens, mais aussi des professionnels du secteur. Donc, ça nous permet en fait voilà, de vraiment écrire le programme en fonction des besoins et de proposer notamment une offre sur le numérique. Comment est-ce que s'emparer du numérique comme outil d'autopromotion pour les jeunes en tant que jeunes professionnels et aussi comme outil de création dans le secteur musical. On va aussi développer tout un axe sur la préparation aux auditions et aux concours pour en fait les préparer à un peu la sortie de la crise sanitaire qui arrivera bientôt, on espère. Et on organisera aussi en parallèle justement donc, ces activités d'apprentissage qui ne sont pas prévues avant 1 an. Et le programme de formation en ligne sera comme un point de départ pour accéder aux activités d'apprentissage et plus largement au reste des opportunités que peut offrir le réseau Medinéa. Voilà, donc c'est très bref, mais en 5 minutes, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Je vais envoyer dans le chat peut-être le lien vers le site si vous voulez en savoir plus. Et je suis à disposition pour échanger bilatéralement plus tard. Merci Fanny. Alors, ce qui est important peut-être de noter dans le cadre de ce réseau-là, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs projets qui ont été financés par 2 programmes, en l'occurrence 2 programmes européens, le programme Europe Créative et le programme Erasmus+. Donc en fait, simplement pour vous dire que dans les programmes européens, il y a beaucoup de programmes européens qui sont là pour soutenir les projets d'acteurs de territoire. Et parfois, on trouve effectivement des complémentarités entre ces programmes-là. Et on peut partir sur un projet qui est lié à un programme européen parce qu'il entre plus facilement dans le cadre de ce programme-là. Et ensuite, en développant le projet, un autre volet de ce projet-là va être financé par un autre programme européen. Donc voilà, surtout, aller vers les programmes européens, ils sont très vastes, ils ont énormément d'opportunités. Et quand on a un projet, il est vrai que c'est difficile parfois d'identifier le bon programme européen qui pourrait financer ce projet-là. Mais voilà, on a des outils, et il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider, pour vous aiguiller à trouver la bonne porte d'entrée et ne pas hésiter donc à monter et à faire évoluer vos projets parce qu'il y a quand même des soutiens possibles au niveau européen. Et Magali, je me permets d'ajouter que pour nous, les soutiens d'Erasmus, c'était aussi une porte d'entrée vers d'autres financements privés, des fondations dont le soutien était conditionné au soutien d'Erasmus. Donc ça nous a permis déjà on s'est effectivement appuyé sur le soutien d'Europe Créative pour faire valoir notre expérience auprès d'Erasmus+. Et ensuite, avec le soutien d'Europe Créative et Erasmus+, ça nous a permis d'aller voir des soutiens privés qui nous ont suivis, notamment grâce à l'expérience qu'on avait mis en avant avec les soutiens européens. C'est vrai que c'est important de souligner ça aussi. Merci Fanny. Je passe la parole tout de suite à Karim Ben Saada, qui est chef de projet au sein du service de la jeunesse et de la citoyenneté à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour nous parler d'un projet de jeunes. Merci Magali, merci à tous et bonjour à tous. Merci pour cette réunion et dans la pluralité des exemples et des projets qui ont été financés dans le cadre du projet Erasmus+. Je vais essayer d'apporter ma petite contribution effectivement en vous présentant un projet porté par l'Assemblée des jeunes du Conseil régional, assemblée qu'on appelle le Parlement régional de la jeunesse, un conseil régional de jeunes pour faire simple, qui s'est mis bien en tête il y a 2 ans maintenant, voilà, de construire un projet Erasmus dans le cadre d'une mobilité internationale
Alors, cette idée, elle n'est pas sortie non plus de nulle part. La dimension européenne fait partie des sujets un peu structurants que nous abordons chaque année dans le cadre des travaux de cette Assemblée. Les jeunes, dans de précédentes mandatures, ont pu voilà, participer à des voyages d'études à Strasbourg, à Bruxelles. Enfin, voilà, c'est une question qui est quand même assez importante. Et dans le contexte également aussi de la présidence française assumée de la stratégie pour l'Union européenne sur la région alpine, la SUERA, donc une macro-région présidée par la France depuis 2020. Donc dans ces perspectives-là, et où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté, sont naturellement associées parce qu'elles sont concernées par le territoire alpin, en ce qui concerne la France. Donc dans ces conditions-là, les jeunes, on les a accompagnés, alors que ce soit au niveau des services techniques, et avec le soutien également de Magali Guéral et de ses équipes, mais également avec le support d'une association Eurocircle qui a déjà été citée précédemment. Voilà un travail de compréhension déjà auprès des jeunes des différents programmes Erasmus, pour petit à petit participer, leur donner toute la place nécessaire à la construction de ce projet, donc dans le cadre de l'action clé 3, dialogue structuré et la rencontre des jeunes avec les décideurs. Donc dans cette perspective-là, un gros travail d'animation avec ces jeunes-là et un gros travail de prospection aussi pour identifier des partenaires européens qui s'inscriveraient avec nous aussi, puisque l'objectif était d'abord d'assurer une mobilité internationale et favoriser l'échange, je dirais, interculturel et la citoyenneté européenne de manière générale, lui donner corps et sens. Voilà, travailler dans le cadre de la SUERA. Donc, trois partenaires internationaux ont été identifiés. Une structure italienne, structure de jeunesse italienne, à Gênes, très exactement. Une structure allemande en Bavière, dans la commune de Babenhausen, pardon, et une commune à proximité d'Innsbruck en Autriche. Donc, 3 partenaires européens avec lesquels nous nous sommes inscrits donc, dans le cadre d'un consortium, avec un pilotage de l'administration régionale, de la collectivité du conseil régional, mais dans une dimension qui reste avant tout liée à des méthodes d'éducation populaire, de mobilisation des jeunes, de synthétisation, de construction, de l'accompagnement à leur autonomie, à leur capacité à débattre et à échanger, et notamment avec donc, des décideurs et des décideurs d'abord politiques, des élus locaux comme européens qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer précédemment, mais également aussi des décideurs de terrain, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, en tout cas ceux qui influent sur le quotidien des Alpins et des résidents d'Alpine, sur la région alpine, pardon. Donc ce projet impulsé en 2019 a fait l'objet d'un financement à l'été 2020, un financement qui nous permettait de pouvoir organiser des mobilités pour l'ensemble des participants sur 3 rassemblements transnationaux, un budget qui a avoisiné les 50 000 €, donc pour faire partir à peu près une petite quinzaine de jeunes, ou un groupe en tout cas de 15 participants, et organiser donc des mobilisations de 60 participants dans 3 sites européens. Voilà, le financement était plutôt facilitant, je dirais. Malheureusement, dans la mise en œuvre de ce projet, eh bien, nous avons été fatalement impactés par les conditions sanitaires et les restrictions de mobilité. Et donc, nous avons dû faire preuve beaucoup d'adaptation, et je remercierai beaucoup encore, j'en profite de cette tribune pour remercier aussi les agents de l'agence Erasmus+, notamment monsieur Roland Morin, qui nous a beaucoup accompagnés dans ses conseils aussi pour réadapter en fait un projet qui initialement était très structuré autour de rencontres en physique, en présentiel entre les jeunes sur 3 pays européens. Bon, ben voilà, devoir s'adapter en webinaire et réadapter aussi un petit peu le projet. Bon, on y a réussi. Juste aussi un mot pour vous préciser un peu le contenu du projet que les jeunes ont souhaité aussi structurer. Hein, c'est au-delà de la rencontre avec les décideurs. L'idée, c'était de construire un recueil de recommandations sur les bonnes pratiques, notamment en termes de développement durable et de vie, en fait, et des perspectives d'avenir sur le territoire alpin, notamment quand on est jeune. Donc sur la base d'échanges avec leurs homologues et leurs pairs européens, mais aussi en investiguant sur les territoires
pour voilà, rencontrer et recenser un certain nombre de bonnes pratiques à valoriser, je dirais, devant des élus. Donc des élus régionaux se sont naturellement mobilisés pour participer à des premiers événements. Nous avons eu l'opportunité également de bénéficier de la présence d'un député européen italien et francophone. Ça facilitait également la discussion. Voilà, un beau projet et de belles perspectives qui ouvrent tout plein d'envie et tout plein de partenariats également et beaucoup de motivation auprès des jeunes. Encore une fois, en gardant cet esprit vraiment éducation populaire et accompagner les jeunes à l'autonomie et faciliter finalement leur engagement dans une dimension européenne. Voilà en quelques mots. Je vous remercie. Merci Karim. Et comme quoi les collectivités sont aussi fortement invitées à proposer des projets parce qu'elles le peuvent également. Je laisse tout de suite la parole à Jérémy Trémolière, qui est donc le chef du pôle Erasmus+, au sein de l'Agence nationale du programme Erasmus+, sur le volet jeunesse et sport. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai des petits soucis de connexion. Très bien. Parfait. Ça a l'air de marcher. Et bien, je vous propose de prendre un peu la suite de ma collègue Maude et de vous présenter ce qui reste à présenter du programme Erasmus, donc le volet jeunesse et le volet sport, et aussi de dire 2 mots du Corps européen de solidarité et de vous donner un petit peu les conditions de la mise en place de ces 2 programmes-là pour cette nouvelle génération de programmes. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation là? C'est bon pour vous? Oui, c'est parfait, Jérémy. D'accord. Alors juste très rapidement, du coup, pour vous redonner à la suite de ce que Maud a présenté, où nous on se situe dans le programme Erasmus+, sur le volet jeunesse et sport. Donc on est le 5e et le 6e secteur qui est englobé par le programme Erasmus. Pour le volet jeunesse, on a des fonds décentralisés, donc l'agence nationale gère les crédits directement. Pour le volet sport, on est sur des activités décentralisées, donc c'est l'agence exécutive qui gère les financements et on intervient en tant qu'accompagnateur. Donc on a un point national d'information sur ces aspects-là. Pour le volet jeunesse, on est aussi sur la division en actions clés, donc la mobilité des individus dans l'action clé 1, les projets de coopération et donc les partenariats, et les activités liées à l'action clé 3 qui ont été mentionnées précédemment sont maintenant totalement centralisées au sein de l'agence exécutive. Par contre, je reviendrai sur les nouvelles modalités pour réaliser les projets comme le projet des parlements de jeunes qui vient d'être présenté et qu'on va retrouver au sein de l'action clé 1 avec une nouvelle action qui s'appelle les activités de participation des jeunes. Donc très rapidement, juste pour vous redonner aussi un point sur le découpage géographique. Donc nous, on n'a pas bénéficié de l'ouverture à l'international total du volet, du programme Erasmus+. Sur le volet jeunesse, on est en général autour des pays programmes et des pays du voisinage, donc Rive Sud-Med, les Balkans et l'Europe de l'Est et le Caucase, avec du coup toujours par contre l'impossibilité d'avoir des partenaires du Royaume-Uni dans cette nouvelle programmation. Donc les projets qui ont été financés dans l'ancien programme peuvent toujours contenir des partenaires du Royaume-Uni. Par contre, les nouveaux projets qui seront financés sur 2021-2027, pour le moment, ne peuvent pas accueillir de partenaires du Royaume-Uni. Et comme le disait Maude, on est sur un principe de préfinancement. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas familiers d'Erasmus et du Corps européen de solidarité, en général, on préfinance à hauteur de 80% les projets. Donc, pour venir sur les activités de mobilité, on va retrouver dans le volet jeunesse 4 types d'activités. On va avoir des activités qui se destinent directement aux jeunes et des activités qui sont, donc une sous-activité qui est orientée vers les bénévoles et les professionnels qui accompagnent les jeunes. Donc on va avoir les échanges de jeunes qui permettent à des groupes de jeunes de se rencontrer, donc qui ont entre 13 et 30 ans, pour une activité de court terme, donc en général entre 5 et 21 jours,
et une dimension collective importante. Et l'idée dans ces échanges-là, c'est de, par le biais des activités qui sont menées, promouvoir l'interculturalité, échanger sur des thématiques qui sont fortement présentes avec une dimension citoyenne. Et donc là, on peut faire référence notamment aux questions de développement durable et aux questions de participation des jeunes dans la vie démocratique, qui sont les priorités du programme. Et donc, ces activités d'échange de jeunes vont permettre cette mobilité un peu classique, on va dire, dans le programme. On va avoir une intégration d'un dispositif qui est expérimental jusqu'ici, qui s'appelle Discovery You, et qui est la fourniture pour des jeunes qui ont 18 ans de passes interrail pour aller visiter l'Europe entre 2 jours et 1 mois. Donc l'idée là, c'est que ces jeunes, par le biais d'un concours, vont pouvoir accéder à ce pass. Et nous, en tant qu'agence, on va intervenir pour enrichir cette expérience de mobilité informelle, on va dire, d'un certain nombre d'éléments de formation. Donc on va proposer des formations pour les jeunes Français qui vont partir avec ce biais-là pour les former un peu à l'interculturel. On va aussi organiser des temps de rencontres pour des jeunes Européens qui viendraient en France par le biais du pass Interrail. Et on va aussi, à terme, essayer de sensibiliser des structures qui voudraient proposer à des jeunes qui transitent par la France par ce biais-là des activités pour les sensibiliser à l'engagement et à la citoyenneté européenne. Donc typiquement, une association qui voudrait proposer, je ne sais pas, participer à une maraude, par exemple, à des jeunes qui sont en voyage par le biais de l'Interrail, c'est des éléments qui vont pouvoir être valorisés dans le programme actuel. Donc là, on va avoir une organisation un peu répartie entre les agences nationales et le réseau Eurodesk pour la mise en place de Discovery. On a donc une nouvelle activité qui s'appelle l'activité des participations de jeunes et qui a pour but de venir renforcer la participation des jeunes à la vie démocratique. Et l'idée dans ces projets-là, donc, c'est des projets qui peuvent se dérouler entre 3 mois et 2 ans, à l'intérieur duquel on va pouvoir insérer un certain nombre d'activités. C'est des projets qui peuvent être portés par des associations ou des collectivités territoriales ou par des groupes informels de jeunes directement. Et l'idée, c'est de venir appréhender une question liée à la participation des jeunes à la vie démocratique ou encore à des questions d'information, qualité d'information, de lutte contre la désinformation et de mettre en place des événements. Et ce qui est à retenir dans cette nouvelle sous-action, c'est qu'elles peuvent avoir une dimension locale, nationale ou européenne. Donc on peut à la fois mettre en place des activités purement locales qui touchent des questions européennes, ou aussi engager des mobilités, et dans ces cas-là, les financements viennent couvrir les transports, l'hébergement et les frais de nourriture. Et il y a une bourse aussi qui permet à la mise en place des activités qui est déterminée par le nombre de jeunes participants. Donc ça, que ce soit au niveau local ou transnational. Le dernier volet de l'action client qu'on va retrouver, c'est la mobilité des acteurs de jeunesse. Et c'est une activité qui a pour vocation de venir financer la mobilité des bénévoles et des professionnels en lien avec la jeunesse. Et donc, c'est des activités qui peuvent avoir vocation d'être plutôt individuelles. Donc, une personne d'une structure va voir dans une structure homologue comment elle fonctionne dans un autre pays, ou alors des dimensions plus collectives, type formation ou séminaire. Pour venir financer donc les échanges de jeunes, la mobilité des acteurs de jeunesse et les projets de participation des jeunes, on a 2 voies d'accès. On a une voie classique d'appel à projet, donc il y en a 2 cette année qui sont prévues, un au 11 mai et un au 5 octobre, et les structures qui veulent déposer des projets doivent, par le biais d'un formulaire en ligne, du coup, candidater pour obtenir un financement et réaliser ces activités. L'autre voie d'accès qui va être développée au cours de cette nouvelle programmation et sur lequel on va mettre un focus particulier sur l'année 2021, c'est, comme le précisait Maud, cette possibilité d'accréditation. Donc des structures qui ont, dans l'utilisation des échanges de jeunes, de la mobilité des acteurs de jeunesse et à terme de participation des jeunes, une vision un peu stratégique de déploiement, une insertion territoriale forte et l'envie de se développer dans le long terme, vont pouvoir, par le biais de l'accréditation, proposer un projet sur toute la durée de la programmation, qui sera évalué qu'une seule fois sur le volet pédagogique. Et après, chaque année, pour pouvoir remplir les activités qu'ils ont prévues dans le plan d'action, feront une demande de financement annuel. Et chaque année, du coup, un financement sera octroyé pour la mise en place de ces activités. Donc pour le moment, on a juste une dizaine de structures qui sont accréditées, qui ont été accréditées en 2020 et qui vont émerger en 2021 sur ce dispositif-là, dont 2 qui sont en région PACA.
Voilà. Et donc, c'est encore une fois une activité sur laquelle on souhaite vraiment développer ces aspects-là sur l'année qui vient. Sur les actions de partenariat, je vais être assez rapide sur les formats, puisque ça a été présenté par Maude. On retrouve dans le volet jeunesse les distinctions entre le partenariat de coopération, qui sont des projets d'assez grande ampleur et qui reprennent ce qu'on avait avant sur les partenariats stratégiques, avec cette dimension transnationale et transsectorielle qui est à valoriser. Et on a aussi l'arrivée des partenariats à petite échelle ou partenariats simplifiés, avec la possibilité de se lancer pour des structures qui ne sont pas expertes dans la mise en place de projets de mobilité, et venir par là démarrer une action de coopération qui peut être du coup en bilatéral avec un seul partenaire d'un pays étranger, et avec une gestion administrative simplifiée, avec toujours ces forfaits alloués de 30 000 ou 60 000 euros. Et donc sur le volet sport, on va retrouver ces deux options-là, donc les partenariats de coopération et les partenariats de petite échelle, et aussi la possibilité de mettre en place des manifestations à but non lucratif qui ont pour vocation de mettre en exergue les valeurs sociétales du sport et organiser des grands temps de rencontres transnationales sur ces questions-là. Et donc, comme le mentionnait Maude, la date initiale pour les projets déposés au sein de l'agence exécutive a été décalée à mi-juin, donc pour les actions sport, donc les partenariats et les manifestations à but non lucratif. Les dates ont été modifiées à mi-juin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers les collègues du Point national d'information pour avoir plus d'éléments sur cet aspect-là. Donc, pareil pour les activités de partenariat jeunesse. Du coup, on a deux dates de dépôt, donc une au 20 mai et une au 3 novembre, pour les activités que vous voudriez mettre en place et pour lesquelles vous souhaiteriez un financement cette année. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la spécificité de l'année 2021 et comment elle impacte à la fois les budgets et donc le déploiement que nous, on souhaiterait lui donner. La Commission a pris le fait de l'impact de la pandémie, et notamment sur les actions clés 1 de mobilité, du report d'un grand nombre d'activités. Donc il y a énormément de projets qui sont financés, qui sont en cours et dont les dates ont été décalées. Donc la décision qui a été prise par la Commission, c'est de réduire un petit peu la voilure budgétaire sur l'action clé 1 sur l'année 2021, et par contre d'augmenter de manière très très importante l'action clé 2, et donc toutes les possibilités de financer les partenariats, avec en tête, en fait, par le biais de ces partenariats, de créer un terreau assez fertile pour, quand la situation sanitaire le permettra, la reprise des mobilités de grande ampleur, notamment avec aussi en perspective cette augmentation de près de 80% sur toute la durée de la programmation. Donc, nous, pour vous donner un peu une idée des priorités qu'on va donner sur le développement au niveau de l'agence cette année, on va vraiment se focaliser sur la mise en place du cadre de l'accréditation pour présenter cette opportunité et faire en sorte que les structures qui veulent passer par l'accréditation puissent le faire. On va présenter les projets de participation qui sont la grande nouveauté aussi, essayer de faire en sorte que chacun comprenne les opportunités que ça offre et puisse vérifier si ça colle avec les projets qu'ils ont en tête. Et surtout, on va essayer de faire en sorte d'accompagner un maximum les structures pour l'émergence de projets de partenariat de qualité sur les territoires. Donc vraiment essayer d'investir cette année pour que ce soit une année un peu levier dans les champs de la mobilité pour la jeunesse, par le biais des partenariats, et notamment des partenariats de coopération, avec cette perspective du dépôt en novembre. Donc à partir de l'été, on va organiser tout un tas de formations en ligne et si possible en présentiel à partir de l'automne, qui vont s'inscrire dans un plan de formation générale que propose l'agence, donc sur le volet Erasmus et sur le volet Corps européen de solidarité. Et donc, on vous proposera la possibilité de participer à des formations avec une dimension nationale ou une dimension transnationale, soit organisée en France, soit potentiellement vous proposer de participer à des formations à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est des informations sur le volet de la formation proposée dans le cadre des programmes Erasmus et Corps européen de solidarité, que vous pouvez retrouver sur le site Salto Youth, qui s'affiche là. Donc de toute façon, je vous renverrai les supports de présentation. Et de la même manière que pour l'agence éducation et formation, on a réalisé un certain nombre de vidéos. Donc pareil, j'ai été très rapide sur la présentation des sous-actions. Vous pouvez retrouver une version plus détaillée sur les vidéos qui sont disponibles sur le site de l'agence ou sur la chaîne YouTube de l'agence. Je vous propose de basculer sur une petite présentation sur le Corps européen de solidarité. Donc le Corps européen de solidarité, c'est un programme qui a été mis en place en 2018, qui est en partie la continuité de ce qui existait précédemment avec le service volontaire européen. Mais le Corps a vocation à proposer à des jeunes de 18 à 30 ans
de venir s'inscrire dans des activités de solidarité qui peuvent prendre différents formats. Il sera doté pour la programmation d'un budget d'à peu près 1 milliard d'euros. Et chose importante pour les gens qui étaient familiers avec le précédent volet du programme sur 2018-2020, il y a eu la disparition du volet stage et emploi, qui n'a pas trouvé vraiment de manière à se développer. Et donc les activités maintenant sur le corps européen de solidarité se centrent autour des activités de volontariat qui peuvent prendre différentes formes. Donc on va avoir le volontariat européen, qui vous est présenté sur la slide qui est là, et qui permet à des jeunes de s'intégrer dans des missions portées par des structures, qui soient associatives, collectivités territoriales ou acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Ça peut être des missions de long terme, donc entre 2 mois et 1 an, et éventuellement de court terme pour des jeunes qui ne pourraient pas partir aussi longtemps de prime abord. Donc il y a la possibilité de partir sur des missions de 2 semaines à 2 mois, et éventuellement après de prolonger. On a un format collectif avec les volontariats d'équipe. Et donc là, c'est pendant une durée de 2 semaines à 2 mois, des groupes au minimum binationaux qui s'engagent sur une activité avec un temps fort. Donc on pourrait l'imaginer autour de festivals, autour de l'engagement de la jeunesse. Il y a des projets qui se sont portés aussi autour du congrès sur la biodiversité de l'UICN qui se déroulera à Marseille en septembre, par exemple. Et donc, ces volontariats d'équipe ont vocation à permettre à des jeunes sur ces activités-là de se lancer aussi sur du volontariat et potentiellement de basculer d'un volontariat d'équipe à un volontariat individuel. Donc, les deux sont totalement cumulables. Sur les financements alloués, on va venir couvrir du coup les aspects logistiques, donc de logement, nourriture et argent de poche, et aussi les frais de transport pour se rendre et pour revenir sur les lieux de volontariat. Un aspect du volontariat qui a été ajouté dans le cadre du corps européen de solidarité avec cette nouvelle programmation, c'est le volontariat humanitaire qui était anciennement sur le volet EU-Aid Volunteers et qui est un dispositif qui s'agrège maintenant au corps européen de solidarité. C'est une action centralisée donc, qui est gérée directement par l'agence exécutive à Bruxelles et pour lesquelles la date à viser est plutôt le septembre 2021. Donc il y a des temps d'information sur le corps européen de solidarité sur lesquels je vais revenir à la fin de la présentation, et lors de ces moments-là, vous pourrez obtenir plus d'informations sur ce nouveau volet, sur le volontariat humanitaire, ou alors pendant le temps de questions-réponses juste après la présentation. Le dernier volet du corps européen de solidarité, c'est une sous-action qu'on voudrait vraiment développer dans les prochains mois et années, c'est les projets de solidarité. Donc les projets de solidarité sont des projets a priori plutôt locaux, menés par des groupes de jeunes, donc d'au moins 5 jeunes, qui peuvent être accompagnés par des structures qui les aident à porter le projet, qui se déroulent de 2 à 12 mois et qui ont pour objectif de venir impacter les communautés locales dans les dimensions de solidarité avec une version très très large de leur acception. Ça peut être à la fois l'action sociale, la culture comme levier d'intégration, des questions autour du développement durable et de l'engagement des jeunes. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment sur ces actions des activités concrètes qui soient menées pendant ce temps de 12 à 12 mois. Et il y a la possibilité aussi pour ces jeunes-là de se faire accompagner par un coach, par exemple, pour venir en appui sur la mise en place des projets qui sont projetés. Pour accéder au financement, il y a 2 accès un peu différents. Sur le volet volontariat, on est sur un format qui ressemble trait pour trait à l'accréditation, c'est-à-dire que pour toutes les structures qui veulent passer par le volet volontariat du corps européen de solidarité, il faut que la structure qui porte le projet obtienne un label qu'on va appeler label LEED, et qui, une fois qu'elle a obtenu ce label, va passer par des demandes de financement annuelles, comme ce qui a été présenté sur l'accréditation. Toutes les structures qui ne veulent pas porter une demande de financement, mais être une structure qui accueille ou qui envoie des volontaires, doit obtenir un label qu'on va appeler simple de soutien ou d'accueil. Et donc, pour cette année, les structures qui veulent émarger au corps européen de solidarité sur le volontariat doivent déposer le label et la demande de financement en projection de la date du 28 mai.
Il y aura une deuxième session de demande de financement pour des structures qui obtiendraient le label un peu plus tard aussi, a priori prévu le 5 octobre. Pour les projets de solidarité, là, on est plutôt sur le format appel à projet que je viens de présenter sur le volet Erasmus+ Jeunesse, avec la possibilité de déposer des projets sur les 2 dates précitées, donc le 28 mai et le 5 octobre. Pour avoir plus d'informations sur le Corps européen de solidarité, dans le cadre de la Youth Week, on a prévu pas mal de temps forts, les collègues du Corps européen de solidarité ont prévu pas mal de temps forts, donc je vous les donne là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas eu l'information, parce que normalement les Save the Date sont partis. Mais vous trouverez aussi toutes les informations sur ces temps d'accompagnement et d'information sur le lancement du Corps européen de solidarité sur notre site internet. Voilà. Et du coup, ce sera intégré avec les mises à jour et les liens hypertextes qui vont bien dans la présentation que je vous ferai suivre à l'issue de cette session. Je vous propose d'arrêter là et de peut-être passer aux questions-réponses, si ça vous va. Merci Jérémy. Alors oui, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Je me permets d'abord de poser ces questions-là, puis ensuite je vous laisserai le temps de lever la petite main pour poser vos questions par oral si vous le préférez. Alors, la première des questions venant de l'Université de Toulon est la suivante. Est-ce que l'université qui est déjà accréditée sur ECHE peut déposer un projet Erasmus+ sur le volet sport avec son UFR STAPS et son asso SUAPS, évidemment, bien sûr, des partenaires européens? Est-ce que cela est possible? Alors, elle pourra le faire. Par contre, elle ne pourra pas bénéficier de l'accréditation pour passer par ce biais-là. C'est-à-dire que pour les projets sport, vu que ce sera soit des projets de partenariat, soit des manifestations, elle peut le faire de manière classique et elle peut monter un consortium dans le cadre du partenariat. Ça, c'est tout à fait possible. Mais l'accréditation n'a pas trop de lien avec sa capacité à déposer. Il n'y a pas besoin d'accréditation pour le volet sport? Non, l'accréditation concerne que l'action clé 1 dans la totalité du programme. Et donc là, vu que le sport est plutôt orienté vers l'action clé 2, il n'y a pas de lien particulier. D'accord. Alors après, il y a une question un petit peu plus longue qui concerne plus généralement, alors là, la Turquie, mais plus généralement les difficultés de visa pour certains jeunes et certains professionnels qui doivent être accueillis dans des réunions ou des séminaires. Et la question posée est la suivante. Peut-on compter sur l'agence pour appuyer les demandes de visa des pays programmes hors Schengen, en l'occurrence, dans le cadre des activités soutenues par Erasmus+? Est-ce que l'agence peut être un soutien et si oui, comment? Alors, nous, on vient en soutien, mais c'est aussi un travail qui est dévolu aux collègues qui sont dans les DRAGES, donc les référents correspondants régionaux, donc pour ne pas la citer, Nicole Suarez pour la région PACA. L'idée, c'est que le Bureau international des relations internationales de la JEBVA en fait, vient en appui sur les demandes de visa. Donc, c'est un travail conjoint, mais on peut tout à fait être sollicité et fournir des documents type copie de convention et venir en appui sur ces questions-là. Merci. Ensuite, une question de l'association des Têtes de l'Art. Est-ce qu'il y aura les mêmes critères de collaboration avec les pays tiers par rapport aux années précédentes? Alors, j'imagine... Alors, si je transpose pour mon prisme, la question concerne éventuellement l'orientation des budgets, sachant que, comme le mentionnait Maud tout à l'heure, nous, on est contraints par les budgets qui viennent financer des projets avec les pays partenaires, donc les pays du voisinage. Et donc, on ne pourra pas aller au-delà de 25% des projets financés avec ces pays-là. Donc, on a toujours cette contrainte-là qui est imposée par la Commission jusqu'ici. Il n'y a pas eu d'ouverture. Ça ne concerne que le programme Erasmus. Le Corps européen de solidarité n'est pas tenu par cette dimension-là. Donc, on peut financer de la même manière des projets avec les pays programmes et les pays partenaires. Il y a une autre question. Est-il possible pour les organismes de formation de bénéficier du label dans le cadre d'un programme d'insertion pour des jeunes de 16 à 18 ans? Alors, donc si c'est le label, peut-être c'est autour du Corps européen de solidarité.
Et dans ces cas-là, il n'y a pas la possibilité d'intégrer des jeunes de 16 à 18 ans, puisque l'éligibilité démarre à 18 ans pour les jeunes sur le corps, donc 18-30 ans. Donc, a priori, non. Sur Erasmus, on a un spectre d'âge beaucoup plus large, puisqu'on est sur 13-30 ans. Donc, si c'est intégrer des jeunes suivis dans des activités plutôt liées à Erasmus, comme les échanges de jeunes, par exemple, là, oui, ce serait possible. Ou les projets de participation, par exemple. Alors, j'ai une dernière demande qui a été notée de Pierre Revel, qui est le correspondant régional de France Volontaire, qui demande à ce que la slide sur le volontariat humanitaire puisse être à nouveau rediffusée, si tu veux bien. Et du coup, hop. Celle-là. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, entre-temps, j'ai une autre petite question qui est sortie, mais mon ordinateur bug, non, ça y est. Pour un projet K1 vers le Kosovo, le budget est de 25% des actions K1 vers les pays partenaires du voisinage. Et ça, c'est la question. En fait, c'est l'histoire des fameux 25%, je pense, qui est important de redéfinir. Exactement. Alors, les 25%, c'est sur le budget total sur l'action clé 1. On ne pourra pas aller au-delà de 25% de financement de projets qui incluent des partenaires qui sont dans la zone du voisinage. Donc, typiquement pour le Kosovo, effectivement, on est sur un budget qui est plus restreint que si on faisait des projets avec l'Espagne, où là, du coup, on peut émarger sur 100% du budget total. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Bertrand, je te laisse la parole si tu as besoin d'éclaircissements supplémentaires. Oui, merci Jérémy. C'est vrai que je devrais aller dans le formulaire pour bien voir aussi ces aspects-là, mais je ne sais pas s'ils sont mentionnés. Donc 25% maximum du budget global des actions K1 pourra être vers ces pays partenaires du voisinage, si j'ai bien compris. Et quand on fait un projet un K1 avec le Kosovo, par exemple, ça peut être bilatéral ou il faut nécessairement qu'il y ait 2 pays européens et 2 pays voisinage? Non, ça peut être bilatéral. Et en gros, quand vous allez monter le projet, vous allez devoir définir les activités si elles sont pays partenaires, pays programme. Et en gros, nous, on a un fléchage avec un budget, avec un maximum de 25% vers les pays, pour les pays partenaires, et le reste pays programme. Donc, en fait, c'est une compétition différente, en fait, par exemple. Donc, il y a un stress budgétaire potentiel qui est plus fort sur les projets qui sont ciblés avec les pays partenaires. Merci beaucoup. Et est-ce que je garde le partage d'écran ou je peux le couper, Magali? Pierre, est-ce que c'est bon pour toi? Je pense que c'est bon. Ok. Je coupe et tout. Oui, bien sûr, c'est bon, hein, je vous remercie. D'accord. Merci Jérémy. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le volet jeunesse et sport Erasmus+, ou sur le programme du corps européen de solidarité? N'hésitez pas à lever la main, ou alors Jérémy a été très clair. Ça doit être ça. C'est certainement ça. Ou alors il faut le temps d'engranger tout ça et après les questions viendront peut-être plus tard. Ah, une question d'une mission locale. Je travaille en mission locale. Comment proposer le pass Interrail? Est-il payant? Alors, donc, du coup, ça concerne Discover EU. Pour le moment, en fait, le seul moyen d'accéder à ce dispositif-là, c'est pour des jeunes qui ont 18 ans, du coup, de participer à un concours dont la prochaine... il me semble que le prochain appel à projet pour ce concours-là aura lieu en octobre de cette année. Et donc, il s'agit d'une série de questions et les jeunes donc, répondent à ces questions-là et quand ils s'approchent le plus près des bonnes réponses, ils peuvent bénéficier de ce pass Interrail. Donc, il y a un côté à la fois ludique mais un peu aléatoire pour cette version-là de Discover EU, ce qui est en cours de négociation avec la Commission,
c'est la mise en place d'une autre voie d'accès au Discovery U qui serait orientée plutôt vers des organisations qui travaillent avec les jeunes les plus éloignés de la mobilité pour monter des projets de groupe en utilisant ces passes interrail. On espère que ça pourra voir le jour en 2022 et pour une mission locale, par exemple, ce sera une option assez intéressante. Mais pour le moment, elle n'existe pas, elle est en prévision. Donc, je fais un peu de teasing. Donc, normalement, 2022, une expérimentation et éventuellement une généralisation en 2023 pour avoir ce format-là. Parce que pour des jeunes à qui on veut proposer une première expérience, ce format de mobilité paraît être assez intéressant. Donc voilà, c'est un peu dans les tuyaux pour pousser un peu plus loin, mais pas encore existant. Et du coup, c'est sur le site de l'agence jeunesse que l'on pourra retrouver le lien quand l'ouverture, enfin l'appel sera ouvert en octobre prochain? Donc là, on va travailler avec le réseau Eurodesk. C'est Eurodesk qui gère plutôt l'information autour de Discovery U. Et nous, on sera plutôt en appui sur l'aspect de formation et d'accompagnement. Donc, on va très, très bientôt regarder dans quelle manière on coopère et comment on fait les renvois des sites vers les uns vers les autres. Mais en tout cas, il y aura de l'information sur notre site pour trouver se retrouver dans le dédale et arriver à la page du concours. Merci. Merci pour tous ces éléments. Peut-être j'ai une dernière question, Jérémy. Qui peut-on solliciter pour se faire accompagner dans la demande d'accréditation? On va reciter Nicole. Alors, Nicole peut venir en appui. Et après, à l'agence, Roland Morin, qui a été cité aussi préalablement, peut venir en appui sur la région. Et toute l'équipe, de manière générale. Sur l'accréditation, on va essayer de vous proposer courant de l'été des webinaires aussi pour nous aussi mieux comprendre quels seraient les besoins des territoires et comment bien développer cette opportunité-là. Et pour vous, avoir tous les éléments et pouvoir aussi regarder si par rapport à votre utilisation des mobilités, est-ce qu'il vaut mieux passer par l'accréditation ou par les appels à projets plus classiques, sachant que vous pouvez décider de rester sur les appels à projets classiques cette année, l'année prochaine, et demander l'accréditation plus tard. Ce sera une opportunité offerte pendant toute la durée du programme. Et peut-être juste un dernier petit mot, vraiment sur l'action clé 2 et l'ouverture budgétaire et le fait que sur les partenariats cette année, il y ait vraiment en gros un effort qui soit fait par la commission. Pareil, on va essayer de vous accompagner au mieux pour que sur les territoires, comme le disait Maud tout à l'heure, en fait, la richesse, elle se trouve là. Donc qu'on puisse venir l'appuyer par le biais des partenariats du mieux possible avec cette perspective de novembre, quoi. Donc plus de choses à suivre prochainement de notre côté. Très bien. Merci beaucoup. Si on a fait le tour des grandes questions, après, n'hésitez pas à nous adresser vos questions, comme je le disais tout à l'heure. On y répondra si on le peut, sinon on les transférera aux personnes qui pourront ensuite vous répondre dans un deuxième temps. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions à la suite de tous ces échanges. Merci, Jérémy. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il nous reste quelques... Ah, je vois une main levée. Deux questions. Deux questions. Bertrand. Oui, moi, c'était juste... Vous m'entendez? Oui. Ouais. Je voulais dire que dans le cadre de la plateforme régionale de la mobilité, un certain nombre de structures de la CAMI, de la coordination des acteurs de la mobilité internationale, peuvent vous accompagner justement sur cette notion d'accréditation. Là, jusqu'à la fin de l'année 2021, on peut vous soutenir déjà sur ces aspects-là. Donc, soit si vous faites remonter les demandes à Magali, elle pourra aussi nous les transmettre pour qu'on vienne vous rencontrer et qu'on vous accompagne aussi dans un certain nombre de démarches pour développer votre participation, que ce soit sur les projets Erasmus+, ou sur le Corps européen de solidarité. Merci Bertrand. J'allais en parler, mais tu m'as devancé, mais je vais en reparler tout à l'heure de votre soutien. Je vois également qu'Elisabeth Sultan de l'IESTS, un institut en travail social, souhaite te poser une question. Elisabeth, je t'en prie. Oui, bonjour Magali. L'IESTS, on a effectivement un centre de formation dans les métiers du travail social. On est titulaire de la charte Erasmus+. On serait intéressé par l'accréditation aussi, puisqu'on a des formations infra-bac. Et peut-être que le monsieur de la CAMI pourrait peut-être répondre à ma demande que je souhaitais
adressée à l'agence, disposer d'une maquette vierge en fait en amont de la candidature à faire officiellement sur le site de l'agence. Parce qu'en général, quand on répond à une candidature, le document est en ligne et ce que j'aimerais, c'est me l'approprier avant de me lancer en fait. Voilà. Ah. Du coup, peut-être moi On je a peux. été coupé? On ne t'entend pas, Bertrand. Ouais, le micro est coupé, je pense. Vous souhaiteriez copier-coller les questions du formulaire pour pouvoir voir le formulaire hors ligne, en fait? Oui, une maquette vierge, en fait, de manière à anticiper justement la rédaction. On ne sera sûrement pas prêt pour répondre au mois de juin et j'espère pouvoir le faire en octobre. Mais néanmoins, le plus tôt le plus tôt où on se met à la rédaction, le mieux c'est. Donc, effectivement, C'est voilà, ça pour sera intéressant. un projet dans le cadre Erasmus Plus jeunesse? Non, 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 c'est pour l'accréditation pour des mobilités infrabac dans le cadre du programme éducation formation professionnelle. D'accord. Écoutez, si vous pouvez mettre votre email peut-être dans la conversation, on reviendra, on va vous envoyer un email pour convenir d'un rendez-vous. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci Jérémy. Merci Bertrand. Donc juste, si vous le voulez bien, dans les quelques minutes qui nous restent, nous souhaiterions vous présenter le rôle de la région et les outils d'accompagnement que la région peut mettre à votre disposition, en lien évidemment avec les acteurs du territoire qui sont les experts sur notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui peuvent vous accompagner, comme vous l'avez entendu, la CAMI, qui est donc un groupe d'associations qui est expert sur les programmes, notamment les programmes Erasmus+, et Corps européen de solidarité. Je vais partager l'écran. Voilà, je vais partager l'écran pour ce dernier petit temps de présentation. Je vais laisser ma collègue du bureau de Bruxelles qui s'est présentée en début de réunion, Loïsig, pour présenter l'organisation en région qui a été mise en place pour vous accompagner au mieux. Merci Magali. Donc effectivement, au niveau du conseil régional, on a une organisation en trinôme pour suivre le programme Erasmus+. Et globalement, sur un peu tous les programmes européens, on reproduit ce schéma. Donc dans ce trinôme, on va trouver d'une part le bureau de Bruxelles, dont on fait partie Marie-Laurence et moi-même. Et donc le bureau de Bruxelles, il va être en charge de faire de la veille, de l'alerte, enfin globalement du suivi un petit peu d'actualité sur ce qui se passe au niveau européen, en rapport avec donc, le programme Erasmus+, et puis plus globalement les sujets éducation, enseignement, mobilité. Le bureau fait aussi du lobbying, ça peut prendre différentes formes, mais ça peut par exemple être l'organisation de rencontres avec des représentants européens. Donc en ce moment, ça va plutôt être des rencontres en format virtuel, mais parfois c'est aussi des visites à Bruxelles. On fait aussi donc du benchmarking européen, c'est-à-dire qu'on va aller récolter un petit peu de l'information pour voir ce qui se fait ailleurs en Europe, dans les autres régions européennes. Et puis aussi, on va garder un œil sur potentiellement des partenaires qui pourraient être intéressants pour répondre à des appels à projets ou d'autres choses, ou bien aussi diffuser des recherches de partenariats qui vont émaner d'acteurs de la région. Également dans ce trinôme, on trouve la direction de la coopération euro-méditerranéenne, dont fait partie Magali, qui va faire le lien avec les opérateurs régionaux et qui a aussi quand même une certaine expertise sur le montage technique et financier des projets européens, et puis qui va aussi pouvoir faire le lien avec les fonds structurels qui sont gérés pour partie par la région, comme par exemple le FEDER, et puis aussi d'autres programmes type Interreg, donc qui est un programme d'échange interrégional. Et puis, on va aussi travailler, bien sûr, avec les directions sectorielles qui vont donc nous partager aussi leur expertise technique et puis aussi qui ont une bonne connaissance des opérateurs et des besoins régionaux. Et je repasse la parole à Magali. Merci.
Merci Loisig. Alors, au-delà de cette organisation en trinôme, il y a des outils qui ont été mis en place, des outils numériques pour vous accompagner dans cette démarche de projet. Le site Entrée unique, l'entrée unique pour les projets européens, pour les programmes européens, est le suivant. Vous avez le lien sur la slide, c'est Europe, ma région sud. En fait, c'est un site qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations sur les programmes européens. Comme disait Loisig, il y a énormément de programmes européens, tant les programmes liés aux fonds structurels, fonds social européen, FEDER, etc., mais également l'ensemble d'autres programmes thématiques ou interreg. On a parlé tout à l'heure du programme d'Europe créative, mais il y a aussi des programmes européens en lien avec l'environnement, en lien avec l'innovation, l'économie, etc. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur ces différents programmes au sein de ce site-là. Il y a une deuxième plateforme qui nous paraissait intéressante aussi à vous présenter brièvement, mais pour que vous puissiez ensuite peut-être aller voir et aller piocher des informations, c'est la plateforme Up to Europe et particulièrement ma région sud Up to Europe, qui est une plateforme qui vous permet d'identifier des partenaires, de peut-être mieux organiser votre projet ou avoir des idées de projet également, puisqu'il y a un ensemble d'éléments qui peuvent vous permettre de proposer, enfin du moins de penser autrement le projet qui vous a amené à cliquer sur ce lien-là. Et également, vous y trouverez l'ensemble des appels à projets qui sont actualisés. Vous y trouvez effectivement également aussi le lien vers les différentes personnes qui peuvent vous accompagner à monter votre projet européen. Le dernier site qui a été mis en place par l'État et la région au sein du Comité régional de la mobilité internationale des jeunes, qui est un comité qui est piloté État-région, et le site Move International. Et celui-ci est un site qui tend vraiment à vous accompagner dans vos projets de mobilité internationale de jeunes. Il est vraiment dédié à la mobilité internationale de jeunes et vous pouvez donc trouver sur cette plateforme-là l'ensemble des opportunités de mobilité internationale qui sont proposées aux jeunes, avec un lien vers les missions qui sont proposées et également une cartographie des différents acteurs régionaux de mobilité internationale. Moi, je m'attardais un petit peu plus sur cette cartographie-là parce que c'est vrai que la région est assez vaste, on a plusieurs départements, il est peut-être plus facile d'aller voir un acteur qui est plus proche de nous. Et donc, cette cartographie vous permet d'identifier l'acteur la structure qui va vous apporter l'information, la structure qui va pouvoir vous accompagner, qui se trouve la plus proche de vous. Comme vous l'avez compris, donc, au niveau de la région, on a un large réseau d'acteurs qui sont à votre disposition pour vous informer sur les programmes européens, notamment en termes d'information, les centres d'information Europe Direct, que l'on appelle communément les CIED, qui sont au nombre de 3 désormais sur la région. Il y a la métropole Nice-Côte d'Azur, la communauté du Sud-Luberon et l'association Eurocircle qui est sur Marseille, qui sont donc ces centres qui sont labellisés, on va dire, par la Commission européenne pour vous donner l'information sur l'Europe. Donc, ils peuvent effectivement vous accompagner dans le cadre d'informations sur les programmes européens Erasmus+, et Corps européen de solidarité. Et comme le disait Bertrand tout à l'heure, je voudrais m'attarder sur une structure avec laquelle nous, régions, mais également la région académique et l'État plus généralement, l'État et la région, nous travaillons en étroite collaboration avec cette structure qui est la CAMI, Coordination des acteurs de la mobilité internationale, qui est une structure qui est composée d'une dizaine d'associations régionales qui travaillent sur le développement de la mobilité, mais pas seulement, le développement des coopérations européennes et principalement
dans le cadre des programmes européens que l'on a cités aujourd'hui, le programme Erasmus+, et le programme du Corps européen de solidarité. Donc, c'est une structure qui a son siège sur Marseille et qui met en place des réunions d'information sur les programmes, qui met en place des temps de formation et d'accompagnement pour aider les différentes structures régionales à travailler sur leurs projets de mobilité internationale particulièrement. Voilà. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Juste vous dire peut-être un grand merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, on était près de 200 à un moment donné de la réunion, donc je pense qu'il était important de pouvoir se rassembler autour de cet enjeu commun, hein, de développer des projets au titre du programme Erasmus+, dans notre région. Sachez également que c'est le premier, mais il y aura d'autres petits webinaires plus restreints qui concerneront peut-être simplement des acteurs différents acteurs du territoire. On fera peut-être certains webinaires par acteur du territoire et également par appel à projet. Et vous dire également que l'on vous enverra en fin de semaine le lien vers ce webinaire qui a été enregistré et l'ensemble des présentations qui ont été faites. Voilà, moi je vous remercie tous, intervenants et participants, et vous souhaite une bonne fin d'après-midi et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions à la suite de ces présentations et de cette réunion. Merci beaucoup, très bonne fin de journée, à très bientôt de toute façon. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.